Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité ce soir. Le décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Seydou Eliman Diarra, décédé hier à l'âge de 86 ans. Premier ministre sous 2 gouvernements, il a également été le premier président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de 2013 à 2015. Bras de fer autour de l'organisation de la foire au bétail, une activité d'envergure initiée et organisée chaque année à quelques jours de la fête de Tabaski. La mairie de Port-Bouët propose un autre site sur la route de Bassam pour éviter les nuisances. On fait le point dans ce journal. Et puis à l'étranger, la médiation ouest-africaine emmenée par la CEDEAO milite pour un gouvernement d'union nationale et la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle. Seulement 2 jours après l'inhumation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire vient de perdre un autre ex-Premier ministre. Il est décédé hier à l'âge de 86 ans. Seydou Eliman Diarra, Premier ministre sous 2 gouvernements, a également été le premier président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de 2013 à 2015. Le récit de Pierre Dipomela. Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre ivoirien, est décédé dimanche 19 juillet 2020 dans une clinique d'Abidjan. Il avait 86 ans. Dans l'ombre de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Seydou Diarra va être projeté au devant de la scène politique au fil des crises politiques. Après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié, il occupe le poste de Premier ministre de la transition militaire, conduite par le général Robert Guéhi jusqu'en 2000. Bis repetita pour lui 3 ans après, à la suite d'une autre crise politico-militaire survenue le 19 septembre 2002. Seydou Eliman Diarra redevient Premier ministre au terme d'un accord de paix conclu entre les partis politiques à l'Inas Marcoussis en France en janvier 2003. Seydou Diarra est originaire de Dioula Tiédougou à Odiné, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, sur sa page Facebook, a salué la mémoire d'un grand homme d'État. C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le décès de mon tonton Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Je salue la mémoire d'un grand diplomate, un homme d'État et de consensus, auquel mon épouse Dominique et moi-même étions très attachés. Nous partageons le chagrin et la douleur de sa famille et présentons nos sincères condoléances à son épouse Josiane, à ses enfants, ainsi qu'à toute sa famille. Nos prières les accompagnent. Repose en paix, tonton Seydou. Né en 1933 à Katiola, Seydou Eliman Diarra devient boursier de la République française. Il étudie à La Rochelle et obtient un diplôme d'ingénieur agronome de l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier 1. Fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, il est arrêté comme agitateur en 1963 et emprisonné 2 ans. Il est ensuite réhabilité et devient directeur commercial de la Kestab. Il sera ensuite nommé ambassadeur au Brésil de 1970 à 1977, puis dans plusieurs pays européens jusqu'en 1985. Il refuse un portefeuille ministériel en 1985 et prend la direction de la SACO, entreprise de transformation du cacao. Il est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La mort de Seydou Eliman Diarra survient seulement 48 heures après l'enterrement de Amadou Gon Coulibaly, un autre Premier ministre. Une véritable autre grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Le rappel à Dieu de Seydou Eliman Diarra est intervenu au terme d'une semaine de deuil national décrété en mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly. Nos équipes déployées dans la ville de Korogo nous font revivre d'autres temps forts de la douloureuse séparation entre le chef du gouvernement et ses proches éplorés. Le récit de Thiemé Dandje. Aéroport de Korogo. Il est 17h10 lorsque l'avion cargo de l'armée de l'air avec à son bord la dépouille du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, se pose sur le tarmac. À l'accueil sur la piste, des membres de la famille, des officiels, des chefs coutumiers et religieux. En arrière, les populations, au rendez-vous du dernier accueil de l'illustre disparu sur ses terres natales. Sur le tracé de la procession d'hommage,
Amadou Gon Coulibaly a droit aux honneurs, à tous les honneurs. Le même jour, le stade de la ville fait sa grande toilette. Ici est prévu un hommage national. La Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité rassemblée. En première ligne, les Alliés promettent l'enfer aux Sénoufos. Les Sénoufos auront chaud parce que ils ont tué notre enfant. C'est les Sénoufos qui ont tué notre enfant. Cet enfant-là, il a encore de la vie. Mais pourquoi il va si tôt? Ça, ils vont nous le dire demain. Tant qu'ils n'ont pas dit, l'enterrement n'aura pas lieu. Nous allons bloquer le cercueil en mettant un objet symbolique, comme le fait, selon la tradition, un objet symbolique sur le corps qui les empêchera d'aller faire l'inhumation tant qu'ils n'ont pas dédouané, ils n'ont pas donné ce que nous on demande. À l'enterrement, d'abord, nous avons envoyé les sauces que le Sénoufo mange parce qu'ils n'ont jamais bien mangé. Lui-même, il est mort, il n'a pas bien mangé. Il va falloir que les Koyara leur donnent bon manger. Amadou Gon Coulibaly, c'était le bâtisseur, mais aussi l'homme pieux. En témoigne cette prière mortuaire à laquelle prend part celui qui était considéré comme son père, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse. Quand arrive le moment du départ pour le voyage sans retour, les cœurs déchirés se lâchent, les yeux se mouillent, les sanglots fusent. Tous vivent la douleur du deuil. Tel un sort, le destin, à 61 ans, s'est une fois de plus acharné sur la grande famille Gon Coulibaly selon les proches. Vraiment, ça c'est trop fort pour nous. Lui-même, son grand-père Amadou, lui-même qui porte son nom, le grand-père Amadou, lui-même il est mort de 61 ans. Bon, son papa aussi est mort de 61 ans. Vraiment, nous-mêmes, on ne sait même plus. On ne sait plus où on s'en va. Donc vraiment, on prie Dieu. Dieu n'a qu'à nous calmer. Vraiment, sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous calmer. Le cortège funèbre se lance. Difficile d'aller au pas pressé. La mobilisation est populaire. Le monde est venu à Korogo. Ça m'a touché. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. C'est le président de la République que moi, je veux conforter de plus. Je veux le conforter. Sur la route du voyage, une foule immense. Mais Amadou Coulibaly n'entend pas prendre de bain de foule. Il veut rejoindre son père et son grand-père qui reposent ici, dans le caveau familial de Soba. Là encore, le président de la République est présent, la contrition dans les yeux. À ses côtés, son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Avant la séparation, la nation rend à nouveau les honneurs. Comme pour tous les grands hommes en Afrique, les voix nouées de chagrin font toujours résonner des chants pour saluer la plénitude d'un vécu qui prend fin brutalement. Dans l'actualité politique, le FPI à la recherche de son candidat à la prochaine présidentielle à quelques 3 mois de l'échéance. Le Front populaire ivoirien a lancé ce lundi un appel à candidature. Le dépôt des dossiers a démarré aujourd'hui même pour prendre fin le 27 juillet prochain. On fait le point avec Pierre Dipomela. Le FPI, conduit par Pascal Affi-N'Guessan, lance un appel à candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les dossiers de candidature sont reçus par le comité de contrôle du 20 juillet 2020 au 27 juillet 2020 de 10h à 17h au siège du parti, ci aux 2 plateaux Les Vallons, à la Fondation Memel Fauté. Les conditions d'éligibilité: avoir au moins 10 années de présence continue dans le parti, avoir appartenu à un organe central de direction ou de contrôle, être ou avoir été élu au niveau local ou national, avoir occupé de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée, être porté par 50 signatures des membres des organes centraux de direction, de contrôle et du conseil politique permanent, n'avoir jamais été sous le coup de sanctions disciplinaires au sein du parti,
jouir de tous ses droits civils et politiques. Les candidatures définitives seront connues par voie d'affichage le vendredi 31 juillet 2020, après traitement et règlement des contentieux. Les unités opérationnelles de la gendarmerie nationale se renforcent. Elles comptent en leur sein depuis ce lundi 457 nouveaux commandos issus de la 18e promotion. Ces auditeurs ont fait montre des aptitudes acquises pendant leur formation, un engagement à servir à la patrie salué par la tutelle lors de la cérémonie de sortie de ces gendarmes qui a eu lieu au camp commando de Koumassi, au sud d'Abidjan. Tiémé-Dandjé, Arona Zeba. Des terroristes déguisés en mendiants prennent position devant un bureau de vote, prêts à frapper. Commis à la sécurisation du site, ces commandos de la maréchaussée ivoirienne se déploient. Leur dispositif est forcé par une équipe motorisée de la force ennemie. La riposte est immédiate. Spécialisés sur des théâtres d'opérations terroristes, les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale viennent en renfort. L'appui se déplace de protection à protection. S'ensuit la mise en place de tireurs de précision, chargés de neutraliser le terroriste, tireur collectif. C'est un exercice de restitution de techniques acquises pendant la formation de ces 457 nouveaux gendarmes commandos de la 18e promotion du camp de Koumassi. Ils viennent renforcer les effectifs des unités opérationnelles de la gendarmerie dédiée à la lutte contre le terrorisme. Président le baptême de cette promotion, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, dit compter sur l'engagement de ces commandos pour répondre aux défis de l'hydre terroriste. Je vous invite à mériter le titre de commando gendarme. Il ne vous appartient pas, comme on dit dans notre pays, de venir gâter le nom des commandos. Donc vous devez avoir fière allure. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau, de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même. Le ministre de la Défense salue par ailleurs les actions et efforts du commandement de ce corps d'élite sur tous les fronts pour la défense de la patrie. Je voudrais adresser mes vives félicitations au commandant supérieur de la gendarmerie, le général de division Alexandre Apalo Touré. Mon général, bravo pour votre travail. Vous faites un travail excellent et tout le monde le voit. Vous êtes un homme d'action et de terrain. Bien avant, le chef de corps de la maréchaussée ivoirienne a situé les enjeux. La sortie de cette promotion intervient dans un contexte sécuritaire où le défi majeur demeure la lutte contre le terrorisme. En effet, les événements malheureux de l'attaque de Kafolo nous interpellent sur la stricte nécessité de corser notre outil de défense pour mieux répondre aux exigences de protection du territoire ivoirien et de toutes les populations qui y vivent. L'heure du combat, le vrai qui puisse être mené par et pour notre postérité, est plus que jamais d'actualité. Le contingent compte en son sein 2 femmes prêts à barrer la route aux terroristes et défendre ainsi le pays de toute force ennemie. La grève des agents des services publics dans les abattoirs et les ports de pêche du pays n'aura plus lieu cette semaine. Ainsi en a décidé le collectif des syndicats du ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans une déclaration ce lundi, le collectif dit donner un sursis d'1 mois au gouvernement. Tiémé-Dandjé, Arona Zeba. Les syndicats des agents des abattoirs et ports de pêche du pays mettent balle à terre. Dans une déclaration ce lundi, le porte-parole du collectif annonce le report du mot d'ordre de grève. Le débrayage, qui devrait débuter demain mardi, est désormais différé à fin août, soit un sursis d'1 mois. Ce report va certes décevoir les plus engagés d'entre nous, mes camarades combattants,
du MIRA, sachons raison garder en posant ce taxe au moment où la Côte d'Ivoire est durement frappée au plus haut sommet de l'État. Le collectif appelle le ministre de tutelle Moussa Dosso à saisir ce sursis pour ouvrir les négociations et ainsi éviter la paralysie des services halieutiques et vétérinaires. En Afrique, c'est lors des événements malheureux tels que les décès qu'on règle les conflits ou encore les réconciliations. Donc nous voulons que ce report des grèves dû au décès de nos différentes autorités et des deuils qui frappent la Côte d'Ivoire serve un cadre pour répondre favorablement à nos revendications internes. Je vais parler de notre prime d'incitation de tous les agents et de la signature d'un arrêté officialisant la tenue des aliotes leur donnant autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Le collectif des syndicats du MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques, compte en son sein 3 organisations. Il s'agit du collectif des fonctionnaires et agents du MIRA, le syndicat national des halieutes et le syndicat national des techniciens vétérinaires. On en vient à ce bras de fer autour de l'organisation de la foire au bétail, une activité d'envergure initiée et organisée chaque année à quelques jours de la fête de Tabaski. La mairie de Port-Bouët veut délocaliser l'événement, là où le district autonome d'Abidjan ne partage pas cet avis. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Éric Quimon. La foire au bétail dans la commune de Port-Bouët chaque année, à l'approche de la Tabaski, suscite des tensions entre le district d'Abidjan, organisateur de l'événement, et la mairie de Port-Bouët. Dimanche, des forces de l'ordre opérant pour le compte du district ont détruit, selon le directeur de cabinet du maire, les barbelés de sécurité installés par la municipalité pour empêcher l'occupation de la voie publique par les exposants. Mais pour le maire de la commune, il n'est plus acceptable que cette foire se tienne à cet endroit, jugé inapproprié. Délocaliser cette foire à bétail quelque part où elle ne générait personne. Le maire a décidé de trouver un site. Ce site a été trouvé à Anani. Quand vous allez en prenant l'ancienne voie de Bassam, là où il y a la nouvelle station Total, sur votre droite en bordure de mer, un site de près de 7 hectares a été aménagé par nous avec toutes les commodités. Les nuisances causées par la foire, objet de discorde, sont en réalité l'arbre qui cache la forêt. Au-delà du fait, il s'agit d'une guerre de territoire. Le directeur de cabinet regrette que ce bras de fer, qui date de plusieurs années, peine à trouver une issue. Cette bataille dure depuis longtemps. Nous avons touché toutes les institutions de la République, y compris la présidence de la République, la primature, l'UVICOSI. Le maire a envoyé des courriers à toutes ces instances pour qu'ils nous aident à trouver un terrain d'entente pour qu'on nous laisse travailler. Ce que nous avons constaté à la fin, c'est que le district voulait s'approprier tout le quartier de l'abattoir et donc n'acceptait pas qu'on s'y aventure ou qu'on y mette un pas sur un espace qui concerne cette entité. Pour rappel, ils ont même mis une clôture à un certain moment. Une clôture avec des pancartes disant « propriété du district d'Abidjan ». Nous ne pouvons pas accepter cette histoire. Le district d'Abidjan, contacté, n'a pas souhaité s'exprimer et dit être préoccupé par l'organisation de la foire et le succès de celle-ci. Dans le reste de l'actualité dans le monde, le Ballon d'Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football, ne sera pas attribué cette année à cause d'une saison bouleversée par la pandémie de Covid-19, selon l'hebdomadaire France Football qui le décerne, une première depuis 1956. L'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe, sacrée en 2019, n'auront donc pas de successeur cette année. Le magazine désignera à la place un 11 idéal des meilleurs joueurs de tous les temps. Après un vote du jury habituel du Ballon d'Or, la pandémie de Covid-19 a forcé tous les grands championnats, faut-il le rappeler, à s'arrêter pendant plusieurs mois et entraîner le report à 2021 de l'Euro 2020. Au Mali, la médiation ouest-africaine emmenée par la CEDEAO milite pour un gouvernement d'union nationale et la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle pour mettre fin à la crise sociopolitique dans le pays. Yéli Traoré. Dans sa déclaration finale, la médiation de la CEDEAO ne se prononce pas expressément sur le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta,
contesté dans la rue depuis début juin et dont le M5 RFP, mouvement à l'origine des manifestations, ne cesse d'exiger la démission. Mais elle souligne qu'aucune forme de changement non constitutionnel d'accession au pouvoir ne sera acceptée, avant de proposer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il est nécessaire de mettre en place de toute urgence un gouvernement d'union nationale sur la base du consensus et tenant compte des recommandations du dialogue national inclusif et des propositions de répartition suivantes. 50% proviendront de la coalition au pouvoir, 30% proviendront de l'opposition et 20% de la société civile. La médiation recommande également la nomination d'une nouvelle Cour constitutionnelle chargée d'examiner en priorité le litige électoral autour des législatives de mars-avril dernier, détonateur de la crise actuelle. L'ancienne Cour ayant été dissoute par le chef de l'État le 12 juillet pour tenter d'apaiser la colère de la contestation. La mission recommande, en attendant le règlement des différends aux élections législatives, que la présidence de la République et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, à l'issue d'une ultime réunion avec les médiateurs, le mouvement du 5 juin, alliance de chefs religieux et de personnalités du monde politique et de la société civile, avait rejeté les propositions de la CEDEAO, affirmant que celle-ci exigeait expressément le maintien au pouvoir du chef de l'État. L'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparaît demain mardi devant la justice à Khartoum, où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989 contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Il s'agit d'un procès inédit dans le monde arabe, car jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente, comme nous le montre Yeli Traoré. Omar el-Béchir sera dans le box des accusés avec 10 autres militaires et 6 civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Après une instruction menée par le bureau du procureur, il sera jugé par une cour spéciale composée de 3 juges. Omar el-Béchir et Bakri Hassan Saleh ont refusé totalement de coopérer lors de l'instruction, mais ils seront présents au tribunal selon Mouazadra, un des avocats à l'origine de la procédure contre le dictateur déchu. Ce procès sera un avertissement à toute personne qui essaiera de détruire le système constitutionnel. Elles seront jugées pour ce crime. Cela sauvegardera la démocratie soudanaise. Nous espérons ainsi clore l'ère des putschs au Soudan. Le principal avocat de l'équipe de défense d'Omar el-Béchir et ses co-accusés dénoncent un procès politique. Ce procès est un procès politique qui se cache derrière la loi. En réalité, ce procès est dirigé contre le mouvement islamique et son seul but est de le présenter comme un mouvement terroriste. Le 30 juin 1989, au petit matin, la radio annonçait le coup d'État au Soudan. L'armée fermait l'aéroport, procédait à l'arrestation des principaux dirigeants politiques et suspendait les institutions, notamment le Parlement. Le colonel Béchir, devenu ensuite général, est resté au pouvoir pendant 30 ans. Renversé le 11 avril 2019 après un mouvement de contestation populaire qui a duré 4 mois, il est depuis emprisonné. Le Soudan est également engagé à livrer Béchir à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour en 2003-2004 qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. Et c'est ici que prend fin ce NCI News. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous demain à 19h50 sur nos antennes.